Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est 18h29. Comme tout bon planificateur d'événements, on est prêt, on attend que tout le monde arrive. C'est la partie qui est le fun quand on fait un événement, quand tous les invités arrivent. Donc, on va attendre peut-être encore une minute ou deux avant de débuter l'atelier. Fait que je tenais à vous souhaiter la bienvenue. On va passer la prochaine heure ensemble et je vais vous parler évidemment de métier de planificateur d'événements. Il y en a plusieurs d'entre vous que ça semble intéresser. Donc, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible sur les secrets. Qu'est-ce que ça fait un planificateur d'événements? C'est quoi son quotidien? Fait que je vais juste attendre là, peut-être une minute ou deux avant de démarrer pour que les gens qui se joignent à nous puissent arriver. Mais n'hésitez pas pendant la formation, pendant l'atelier, si jamais vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou vous pouvez juste les écrire dans le clavardage, puis je vais pouvoir vous répondre, juste pour que vous sachiez à la fin de la présentation. Moi, je vais aller plus avec du contenu, puis à la fin, complètement, il va y avoir tout le volet administratif. Donc, quand sont les inscriptions, c'est quoi les différents cours, combien ça coûte, tout ça, vous allez pouvoir poser vos questions à la fin de l'atelier. Il y a quelqu'un des admissions qui va être là avec vous. Donc, cette personne-là va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, on y va. 18h30, on part. Alors, on va explorer ensemble les secrets du métier d'organisateur d'événements, puis on va vous parler évidemment du programme qu'on offre au collège. Donc, on va commencer un peu avec qui je suis. Je vais me présenter à vous. Je vais vous parler d'un petit peu d'où je viens, de ce que j'ai fait dans la vie, puis pourquoi je suis planificatrice d'événements. Puis, je vais vous montrer aussi une vidéo de certaines réalisations que j'ai effectuées en tant que planificatrice d'événements. Fait que ça va vous donner une bonne idée de à quoi ça ressemble la réalité ou le métier du planificateur d'événements. Ensuite, on va aller plus dans la théorie parce que souvent, il y en a qui pensent que de faire de l'événementiel, c'est de faire des mariages. Il n'y a pas juste ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que planificateur d'événements. Fait que le deuxième point, ça va être de définir un petit peu c'est quoi les différents types, les modes d'événements, les grands secteurs, dans quoi on peut travailler quand on travaille en planification d'événements. Ensuite de ça, les rôles, les métiers et les réalités du métier. Donc, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous parler d'une journée type d'un planificateur d'événements, malgré qu'il n'y en a pas vraiment parce que chaque jour ne se ressemble pas. Fait que si vous aimez la routine, allez-vous-en tout de suite. Vous êtes pas au bon endroit. Il n'y a rien de routinier dans le métier de planificateur d'événements. Je vais vous parler aussi les secrets, les compétences clés. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour bien réussir en tant que planificateur d'événements? Les étapes essentielles pour réussir l'organisation d'un événement de A à Z et 10 conseils. Je vais finir avec les 10 conseils pratiques qui vont vous aider si vous êtes déjà dans le milieu de l'organisation d'événements, des petits trucs que je pourrais vous donner. Donc, c'est moi qui vais être votre formatrice aujourd'hui. Alors, je suis Lynne Branchot. J'enseigne au collège depuis 10, pas plus que ça, 12, 13 ans à peu près au collège. Je suis quelqu'un qui vient du milieu des communications. Donc, j'ai étudié en publicité. J'ai fait des formations en publicité. Puis, j'ai évolué dans le domaine des agences de publicité pendant à peu près une dizaine d'années, je vous dirais. À l'époque, il n'y avait pas d'école. On ne pouvait pas apprendre l'organisation d'événements. Donc, le domaine le plus connexe, c'était la publicité et les communications. Fait que souvent, en événementiel, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes dans le milieu des communications et que vous dites ah, j'aimerais ça faire de l'événementiel. Fait que oui, ça l'aide d'avoir un petit background en communication. Ensuite de ça, ben, j'ai été plus dans le milieu des événements corporatifs. Donc, les événements corporatifs, c'est des événements d'entreprise. On va en parler tantôt, là, la différence entre le milieu corporatif et les particuliers. Mais j'ai travaillé entre autres chez Provigo, chez Uniprix. Donc, j'étais aux commandites pour la marque Le Choix du Président, que vous connaissez probablement chez Provigo. Et Uniprix aussi, j'étais responsable de tous les événements pour les pharmaciens, pour toutes les pharmacies Uniprix. Donc, j'ai travaillé là 5-6 ans chacun. Puis, en 2010, j'ai décidé de fonder mon entreprise qui s'appelle Guide Événements et de devenir travailleur autonome. Donc, j'ai été planificatrice d'événements des deux côtés, autant en entreprise qu'à mon compte. Fait que ça, on va en parler aussi tantôt. Vous aurez le choix de devenir soit travailleur autonome ou soit d'aller travailler comme employé pour une entreprise. Fait que ça aussi, on va aborder le sujet tantôt. Et comme je vous dis, depuis au moins 10-12 ans, je suis un des tuteurs qui va faire partie du programme de planification gestion d'événements qui vous intéresse ce soir. Donc, ça fait plusieurs années que j'enseigne le programme. Vous êtes chanceux, on vient de le refaire. Donc, il est tout neuf.
il est tout récent. Fait que vous avez la version New and Improved, nouvelle et améliorée du programme qu'on a refait dans les 2 dernières années. Puis, ben, j'avais du temps de libre, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle L'organisation d'un événement guide pratique. Je l'ai sorti la première fois en 2009 et pendant la pandémie en 2021, ben, je l'ai retravaillé. Donc, c'est un livre qui explique vraiment les bases de l'organisation d'événements, bon, qu'est-ce qu'il faut penser, tout ça. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de mon livre, je suis là pour vous parler d'un domaine qui vous intéresse, donc la planification d'événements. Je vais juste vous montrer une vidéo pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de la variété de choses qu'on peut faire en tant que planificateur d'événements. Donc, je vais partir la vidéo, vous allez voir. Ça fait un peu le tour de ce que j'ai fait au fil des ans, donc de ce que je fais encore aujourd'hui, planificatrice d'événements pour différentes entreprises. Fait que je vais juste regarder ça un petit peu. Donc, ça va, vous voyez? Je sais qu'Emmanuel a écrit qu'elle ne voyait pas la présentation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou si les autres, vous l'avez vu, est-ce que c'était correct? Est-ce que vous avez vu la présentation? Mettez-moi peut-être des pouces dans les airs si jamais vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous pouvez interagir. Oui, OK, parfait, super. Donc, Emmanuel, peut-être des fois ressortir puis revenir. Des fois, il y a un petit problème peut-être de votre côté, malheureusement. Fait que vous avez tout vu, super. Fait que ça vous donne une idée un petit peu de ce que j'ai fait. Comme je vous disais, j'ai travaillé pour Provigo, j'ai travaillé pour Uniprix, j'ai travaillé surtout des congrès, des tournois de golf, des salons d'exposition. J'en ai fait pas mal, je vous dirais, dans les dernières années. Ça vous donne un peu une idée de à quoi ça peut ressembler la planification d'événements. Fait on va y aller un petit peu avec c'est quoi un événement, c'est quoi les différents types d'événements qu'on peut organiser, les modes aussi, puis les grands secteurs du domaine. Fait que ça va vous permettre de voir est-ce que c'est quelque chose qui me tente? Est-ce que de faire des événements, c'est quelque chose. Moi, je trouve ça le fun parce qu'on est payé pour organiser des parties. C'est un peu ça, la planification d'événements. On est payé pour organiser des événements. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais il y a un volet, des fois, que vous ne soupçonnez pas, qui est tout le volet de planification et d'administration qu'il y a à faire en amont de la planification d'un événement. Parce qu'organiser un événement, on fait ça souvent 1 an avant, par exemple, les mariages. Ben, on va commencer à planifier le mariage 1 an avant la date officielle du mariage. Même chose pour les congrès. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait à long terme. Puis, il faut louer des salles, il faut travailler avec des fournisseurs, il faut travailler avec des décorateurs ou faire la décoration si vous êtes habile là-dedans. Donc, vous allez voir que aussi, on va parler tantôt des autres habiletés puis tous les planificateurs d'événements ne sont pas pareils non plus. Fait qu'on on va commencer avec la base. C'est quoi un événement? Donc, un événement, c'est une activité qui est planifiée. C'est quelque chose qu'on planifie à l'avance normalement. À un moment donné, il y a une date, il y a une durée. Donc, normalement, ça va durer 1, 2, 3 jours, quelques heures ou quoi que ce soit. Et ça rassemble plusieurs individus, puis c'est un rassemblement qui est intéressant ou important pour eux. Fait que ça, c'est vraiment la définition standard, je dirais, d'un événement.
Puis vous allez voir dans la vie, vous allez devoir un peu vous positionner, de dire, est-ce que vous allez devenir un planificateur d'événements qui va faire des événements qu'on appelle pour les particuliers ou des événements privés? Anniversaire, 40e anniversaire de mariage de votre tante Ginette, par exemple. Des enterrements de vie de jeune fille, des baby showers, des funérailles, la fête une fête d'enfants. Fait que quand on parle d'événements pour les particuliers, c'est des événements qui sont beaucoup plus émotifs parce que vous faites un événement pour une personne, pour célébrer l'amour entre deux personnes, pour souligner la fête de quelqu'un, tu sais, d'habitude, c'est du monde qui s'aime, là. C'est rare qu'on fait un événement pour du monde qui s'aime pas. Donc, normalement, c'est très émotif. Puis, il n'y a pas comment je dirais, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de logistique, pas de logistique, mais il y a pas d'objectif à part rassembler des gens, avoir du plaisir, puis qui aiment beaucoup leur soirée. Donc, quand on fait des événements pour les privés ou les particuliers, c'est vraiment plus, ça joue beaucoup sur les émotions. Il faut que vous soyez quelqu'un qui aime ça, parler avec les gens, interagir avec les gens, tu sais, apprendre un peu de leur vie aussi. Par exemple, si vous organisez un mariage, bien, vous êtes avec les mariés pendant 1 an. Fait que là, vous allez les voir passer par toute la gamme d'émotions. Puis, tu sais, si vous disent on veut un mariage bleu, puis vous n'aimez pas le bleu, bien, il va falloir quand même que vous fassiez le mariage bleu parce que c'est ça qu'eux veulent. Donc, vous allez peut-être décider de dire, moi, je veux plus me spécialiser dans les événements pour les gens. Donc, être plus émotif, je dirais. Tandis que d'autres parmi vous, allez peut-être dire, moi, je veux plus faire des événements d'entreprise. Je veux organiser des événements d'affaires, des cocktails, des assemblées, des congrès, des salons d'exposition, name it. Donc, vous voulez organiser des événements d'entreprise. À vous de voir, est-ce qu'on est obligé de choisir un des deux selon vous? Est-ce qu'on est obligé de. Puis vous pouvez m'écrire dans le clavardage hein, quand je vous pose des questions, là, si jamais vous voulez interagir, parce que je sais que vos micros sont fermés, mais est-ce que vous pensez qu'on est obligé de choisir un des deux? Est-ce que vous pensez que dans la vie, vous allez être obligé soit de faire des événements juste pour les particuliers ou juste des événements pour entreprises? Selon vous? Non? Erika dit non. J'en déduis, Erika, que tu veux faire les deux. Effectivement, bien, normalement, vous allez probablement avoir un des deux qui vous intéresse le plus. Comme par exemple, dans ma vie, pourquoi choisir, Claudia? Exactement. Hein? Si on peut faire plus d'argent en faisant les deux, faisons les deux. Donc, c'est possible de faire les deux. C'est possible, par exemple, la semaine de travailler pour des entreprises, puis d'avoir une job à temps plein dans une compagnie. Puis la fin de semaine, bien, vous travaillez sur, par exemple, organiser le mariage de quelqu'un ou organiser une fête d'enfants. C'est sûr que les fournisseurs sont fermés la fin de semaine, hein, normalement. Un peu comme n'importe quelle entreprise, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 5. Fait que c'est plus difficile, effectivement, de faire les deux si vous n'êtes pas travailleur autonome. Fait que si vous avez déjà un emploi à 40 heures par semaine qui vous occupe du lundi au vendredi de 9 à 5, ça va être plus difficile d'aller rejoindre des fournisseurs. Mais c'est possible quand même de le faire à votre heure de lunch ou de commencer plus tôt, finir plus tard. Fait que c'est possible de combiner les deux. Si vous travaillez dans une entreprise, bien, vous allez effectivement faire plus des événements d'entreprise. Si vous êtes à votre compte, comme moi, travailleur autonome, je peux choisir mes clients. Donc, je peux décider de dire, bien, je vais avoir autant à organiser des événements pour des entreprises que des fois des événements pour les particuliers. Donc, chose importante à comprendre, c'est deux styles d'événements différents. Des événements d'entreprise, il y a des stratégies, tu sais, il y a des objectifs à atteindre et tout ça qui sont stratégiques, qui sont, par exemple, pour aller chercher une clientèle, pour faire de l'argent, pour faire découvrir un nouveau produit. Mais tout est possible. Effectivement, Myriam a dit tout est possible. Il n'y a rien d'impossible en planification d'événements, surtout en planification d'événements. Donc, je veux juste que vous compreniez que ces deux volets-là, on peut faire des événements plus petits, souvent pour les particuliers, à moins que vous faites un événement pour Céline Dion, bien là, c'est sûr qu'elle va avoir sûrement des beaux budgets. Mais dans le commun du mortel, dites-vous, tu sais, si vous faites une fête d'enfants pour vos enfants, vous ne mettrez pas 40 000 à faire une fête d'enfants. Sinon, si c'est le cas, écrivez-moi. On va se parler. Fait que souvent, les événements pour les particuliers ont un petit peu moins d'argent. Puis, les événements pour les entreprises, souvent, ils ont des budgets plus intéressants. Donc, ça aussi, ça sera à vous de décider, mais vient avec plus d'argent, plus de stress, plus de choses à faire. Les secteurs dans lesquels vous pouvez travailler, bien, vous pouvez travailler pour des entreprises privées et publiques. Vous pouvez travailler pour des OBNL, des organismes à but non lucratif, toutes les fondations, toutes les associations.
Donc, ça, c'est souvent des OBNL. Fait qu'eux, leur réalité, c'est qu'ils essayent de faire beaucoup avec pas beaucoup de sous parce que l'objectif pour eux, c'est de garder l'argent pour être capable de redonner à leurs bénéficiaires. Donc, c'est une autre réalité, travailler pour des OBNL. Vous pouvez aussi travailler pour les fournisseurs en événementiel. Ça veut dire, vous pourriez, par exemple, décider que vous voulez travailler dans un hôtel. Vous dites, moi, Lynn, j'aimerais ça travailler. Bien, vous me le direz peut-être pas, mais vous allez réfléchir que vous aimeriez ça travailler pour un hôtel, le Sheraton Laval. Puis, c'est vous qui êtes responsable de travailler avec les planificateurs d'événements. Donc, c'est vous qui allez réserver les salles avec votre équipe, voir s'ils ont besoin d'audiovisuel, gérer tout le volet de bouffe avec votre service de traiteur. Donc, vous pouvez travailler pour des fournisseurs événementiels, que ce soit des traiteurs, des DJ, des compagnies d'audiovisuel. Vous pouvez travailler avec du côté qu'on appelle fournisseur. Vous pouvez aussi travailler dans tout ce qui est art. Tu sais, je sais qu'il y en a qui aiment la mode, il y en a qui aiment la culture, les théâtres, les premières médiatiques. Ça peut être tout le domaine de sport, tout ce qui est les compétitions ou les courses, les marathons, peu importe. Il y en a plusieurs aussi qui vont faire avec des équipes, là, tu sais, des équipes de tournois qui vont faire des tournois à l'extérieur et tout ça. Donc, tourisme, hébergement, restauration, name it, là. Tous les domaines tous les secteurs d'activité sont ouverts à vous. Fait que c'est sûr que la formation va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce qui vous titille, dans quoi vous aimeriez faire votre vie ou dans quoi vous aimeriez aller quand ça va être le temps de choisir un emploi ou d'aller travailler. Lancement, lancement corpo, c'est un mix d'événements, effectivement. On marque le lancement, des lancements corporatifs ou des lancements d'entreprise. Dans le fond, c'est un peu un mix d'événements et de relations publiques. Oui, il y a souvent beaucoup de volets de communication. Puis encore là, on va en parler tantôt, mais si vous êtes comme moi, je viens du milieu de la communication. Fait que c'est sûr, quand je fais des événements, je vais me mettre le nez dans la communication. Mais si vous ne connaissez pas du tout la communication, bien, des fois, vos clients vont avoir un département de communication, puis c'est eux qui vont gérer ça. Fait que là, encore là, c'est à vous de voir, tu sais, qu'est-ce que vous voulez offrir en tant que planificateur d'événements? C'est quoi vos forces? C'est quoi les cordes à votre arc? Il y en a peut-être parmi vous qui font du graphisme ou qui sont super bons en graphisme. Bien, vous allez pouvoir offrir ce service-là. Moi, je ne le ferai pas parce que je suis zéro pas bonne en graphisme. Je comprends c'est quoi un beau graphique, je comprends, je suis capable d'approuver des maquettes et tout ça, mais de moi les faire moi-même, non, je n'offrirai pas ce service-là. Ce n'est pas ma force. Fait que vous voyez que chaque planificateur d'événements aussi a ses forces. Vous allez me demander de faire un centre de table, c'est ma mort. J'ai de la misère à matcher mes couleurs. Fait que c'est sûr que je ne suis pas dans le volet créatif visuel. Moi, je suis plus dans le volet administratif, gérer des délais, faire des listes de tâches, cocher des listes de tâches. Fait que chaque planificateur d'événements, vous allez voir, a ses forces aussi, puis a le domaine qui va l'intéresser plus. Fait que je pense, j'espère que vous comprenez que le domaine est très vaste, puis qu'il n'y a pas juste une façon de faire de la planification d'événements, il y en a 150 000. À vous maintenant de choisir peut-être ce qui va vous tenter le plus. Myriam me dit, tu peux être un opérateur externe ou tu peux être le spécialiste à l'interne pour l'hôtel, exactement, là, tu sais, de travailler là, à l'hôtel, puis c'est toi qui, effectivement, là, gère toutes les interactions avec les planificateurs d'événements. Donc, oui, il y a beaucoup d'opportunités à travailler, soit chez les fournisseurs ou soit du côté du planificateur. L'autre chose, l'autre question, puis là, vous allez finir l'atelier, vous allez dire, Aileen, tu poses bien trop de questions, je ne sais pas où je vais m'en aller, puis qu'est-ce que je vais faire. C'est pas grave, il y a plusieurs des étudiants qui s'inscrivent au programme, puis ils savent qu'ils veulent faire de l'événement, mais c'est pas encore clair, trop, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que l'objectif de la formation, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à vous enligner, puis de dire, ben, vous pouvez faire ci, ça, puis à vous, d'après ça, de décider qu'est-ce que vous voulez, dans quel domaine vous voulez continuer de travailler, qu'est-ce qui vous tente le plus. Différents modes de réalisation. Je pense que vous savez qu'on peut faire des événements présentiels. Ça veut dire que tous les participants sont sur place. On peut faire des événements virtuels, comme ce soir. Il n'y a personne sur place, on est tout en ligne. Puis, il y a des événements qu'on appelle hybrides. Donc, hybride, ça veut dire que, par exemple, moi, j'aurais pu être dans une salle avec des gens qui sont dans la salle, mais aussi avec des gens à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle des événements hybrides. C'est pas la même chose. En présentiel, il y a du monde, il faut faire du social, il faut réserver des salles, il faut réserver peut-être de la bouffe, tandis qu'en ligne, c'est beaucoup plus technique. Il faut vraiment plus y aller avec tout ce qui est programmation. Fait qu'encore là, si vous dites, hey, moi, j'aime pas les ordi, j'ai ça programmé,
allez-vous-en pas dans les événements virtuels ou travaillez avec quelqu'un qui est super ferré en événement virtuel, puis vous allez faire plus la gestion, la coordination de l'événement. Donc, ça aussi, ça va être à vous de vous demander, est-ce que moi, je veux faire plus des événements en présentiel, en virtuel ou de façon hybride? Encore là, vous n'êtes pas obligé d'en choisir juste un. Vous pouvez dire, ben moi, je fais les trois. Fait que selon le client, selon les mandats, je vais être capable d'organiser les 3 types d'événements. Ça va jusqu'à date, vous me suivez? Ça vous donne-tu le goût de vous inscrire ou en tout cas d'être planificateur d'événements? Ça va? Moi, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ça fait, mon Dieu, j'ai fait ça toute ma vie. Puis, j'ai jamais eu l'impression de travailler parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Oui, il y a une question peut-être, Guerly? Je ne sais pas, je pense que le micro est fermé. D'après moi, il va falloir que vous mettiez votre question dans le clavardage. Fait que peut-être juste mettre votre question dans le clavardage vu que les micros sont fermés. Puis je vais voir votre question, je vais y répondre. Fait que essayez de trouver qu'est-ce que vous allez triper à faire dans la vie, dans un domaine que vous allez aimer. Tu sais, moi, j'ai travaillé en alimentation quand je travaillais chez Provigo. J'adorais ça. Ben, j'adore manger. Puis là, c'est sûr qu'ils nous amenaient tout le temps, tu sais, oh, on sort un nouveau produit, il va falloir vous y goûtiez. Ah, c'est-tu plate? Fait que j'ai pris beaucoup de poids quand je travaillais chez Provigo, mais j'adorais ça. Fait que c'est encore plus le fun de faire des événements pour un domaine que vous aimez. Fait que si vous aimez la musique, ben, allez faire des événements musicaux. Si vous aimez la mode, allez faire des événements de mode. Tu sais, déjà là, vous allez triper, vous allez adorer ce que vous allez faire parce que vous allez être dans le domaine que vous aimez. Vous aimez les jeux vidéo, bien, allez faire des événements dans ce milieu-là, vous allez vraiment triper votre vie. Fait il y a vraiment une question de où je m'en vais, puis qu'est-ce que je vais cibler comme emploi. Fait que je vais vous parler justement des rôles, le métier, les compétences qu'on a besoin. Donc, est-ce que la planification d'événements, c'est fait pour vous? Bien, évidemment, on est un chef d'orchestre. Fait que si vous êtes quelqu'un qui est très introverti, qui n'aime pas parler au monde, c'est peut-être pas nécessairement le bon domaine parce que on gère. Puis si vous êtes Germain-Germaine, puis que vous aimez faire des listes, puis que vous aimez cocher des listes, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce qu'on fait. Fait que j'imagine la plupart d'entre vous avez comme un petit feeling quand vous avez une liste puis que vous barrez quelque chose, puis vous dites, ah, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu sais, on a un peu cette déficience-là quand on est planificateur d'événements. Donc, on gère, on mène, on dirige des équipes. Donc, on est vraiment des chefs d'orchestre. On s'assure de tout planifier, de penser à tout, de s'assurer que tout ce qu'on a planifié, bien, que le monde font ce qu'ils sont supposés faire. Puis après ça, on analyse. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment je peux améliorer les événements et tout ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de logistique, il y a vraiment beaucoup de ressources humaines. On gère des budgets aussi. Quand on fait un événement, veut pas, il y a de l'argent qui est relié à ça. Il y a des revenus, il y a des dépenses normalement. On gère du matériel, de la location. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volets qui reposent sur vos épaules, mais vous êtes le maillon central. Vous êtes la personne qui est au courant de tout ce qui se passe partout. Puis, il faut bien communiquer avec ses équipes. Il ne faut pas que ça reste dans votre tête. Je pense qu'un des secrets, c'est d'être capable de transmettre l'information à toute votre équipe pour que tout le monde sache où est-ce qu'ils s'en vont et qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Je vous parlais tantôt que oui, vous pouvez travailler différents types de travail. Vous pouvez être salarié. Si vous dites, moi, là, je veux travailler mon 40 heures par semaine dans une entreprise, puis d'avoir une paye à toutes les 2 semaines, c'est possible. Je l'ai fait chez Provigo, je l'ai fait chez Uniprix. Donc, travailler comme salarié, vous êtes employé dans une entreprise, vous avez un salaire régulier à toutes les 2 semaines. Ou à chaque semaine, peu importe, là, je dis aux 2 semaines, parce que normalement, c'est ça, mais ça peut être à chaque semaine. Devenir soit travailleur autonome, pigiste, consultant à votre compte, là. Donc, avoir votre propre entreprise en organisation d'événements. Fait que c'est vous qui gérez votre temps, votre horaire, vos clients. C'est vous qui gérez tout ça. Devenir promoteur d'événements. Promoteur d'événements, j'appelle ça mes sadomaso. Fait que mes sadomaso, c'est des gens qui veulent organiser des événements. Donc, des gens qui veulent mettre sur pied des événements, créer des événements. Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression parce que c'est vous qui pensez à l'événement, c'est vous qui créez l'événement, puis c'est sur vos épaules que tout repose. Puis, comme je vous disais tantôt, travailler chez un fournisseur événementiel. Gerly, je pense que ton micro est ouvert, ça se peut-tu? Oui, bonsoir. Ah, allez-y, allô, allô! Bonjour. Allez-y Ma avec votre question, question. c'est parmi les 3 types d'événements,
qu'est-ce que vous pensez qui est le plus bénéfique entre l'événement à distanciel, en Le présentiel ou hybride? virtuel, le présentiel, puis le hybride? Oui. Je vous dirais, ben, c'est sûr que le présentiel, c'est le plus populaire. Tu sais, c'est celui qui est le plus populaire, puis c'est celui que les gens veulent. Les gens aiment ça se voir, aiment ça se rencontrer, aiment ça échanger. Ça prend beaucoup, comme je vous dis, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont là, il y a beaucoup de choses à penser. C'est sûr qu'en ligne, les événements qui sont juste en ligne, comme ce soir virtuel, moi, je trouve ça un petit peu plus facile. Tu sais, il y a moins de fournisseurs. Si vous allez utiliser une plateforme, il faut juste que vous assurez techniquement, tu sais, que tout fonctionne, mais il y a moins de fournisseurs à gérer. Plus simple, je dirais, mais plus technique. Puis hybride, ben là, ça, il faut que tu gères les deux. Il faut que tu gères autant le présentiel que la technique. Fait que ça dépend, tu sais, si vous êtes habile avec l'informatique, si vous aimez l'informatique, ben à ce moment-là, vous pouvez faire des événements virtuels. Si vous dites non, moi, je trouve ça trop compliqué l'informatique. Fait que c'est trois qui sont vraiment différents, mais je vous dirais en 2026, c'est les événements présentiels, évidemment, qui sont les plus en demande. Je pense que les gens sont un petit peu tannés des événements en ligne parce qu'ils ont été contraints à faire ça pendant la pandémie. Puis là, les gens veulent se voir. Ils veulent, ça fait partie de l'être humain d'échanger puis de voir du monde. Fait que je vous dirais, les plus populaires, c'est vraiment plus les événements qui sont Présentiel. présentiels. Merci beaucoup. Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on est responsable? Là? Je ne veux pas vous faire peur. Oui, Midali, vas-y. Attends, je ne sais pas. Est-ce que tu es capable d'allumer ton micro, Midali? Ou je ne sais pas si Caroline, tu peux allumer le micro de Midali? Ok, super, merci. Alors, Oui. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, Merci pour cette belle formation. Merci. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis toujours. Mhm. Organiser des événements, des petits et des grands événements. Oui. Euh, donc, et j'aimerais lancer vraiment là-dedans. J'aimerais avoir, attendez, il y a les enfants. J'aimerais avoir plus de connaissances là-dedans. Mhm. Mhm. Euh, euh, si on ne veut pas travailler en tant que travailleur autonome, on Oui. peut trouver, comment dire, OK, comme par exemple, vous, vous dites que vous avez des contrats avec Pharmaprix, c'est ça? Mhm. Ou Mais Uniprix? moi, j'ai travaillé comme employé chez Uniprix, puis j'ai travaillé comme employé chez Provigo. Mais je pourrais aujourd'hui, par exemple, dire je suis travailleur autonome, puis Uniprix ou Provigo est un de mes clients. Fait que je fais quelques événements pour eux, mais je ne suis pas leur employé. Je suis comme une pigiste ou un fournisseur pour eux. Ah, OK. Donc, est-ce qu'on est là seulement quand il y a un événement à organiser? Mhm. Oh, Bonne OK. question. Bonne question. Quand on est employé pour une entreprise, on est employé, on travaille là 40 heures par semaine à temps plein. Fait que, par exemple, quand j'étais chez Provigo ou Uniprix, j'organisais à peu près une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine d'événements par année. Fait que, tu sais, je coordonnais souvent là, 2, 3 événements en même temps. Puis, des fois, j'en avais moins, des fois, j'en avais plus. Fait que je travaillais là 40 heures semaine à temps plein, là, quand je travaillais chez Provigo Uniprix. Tandis que quand on est travailleur autonome, ça dépend de l'événement. Il y a des, tu sais, par exemple, si on organise un congrès qui a lieu dans un an, bien, au début, on va peut-être faire 5, 10, 15 heures par semaine à notre compte. Puis, plus on va approcher de l'événement, plus on va faire d'heures. Fait que ça dépend vraiment fait quand on est employé pour une entreprise, on travaille là 40 heures par semaine, là. Donc, on ne fait pas les heures qu'on veut. Tandis que quand on est pigiste, quand on est à notre compte, ben là, ça dépend vraiment de la demande du client, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais c'est vous qui gérez plus votre temps et vos heures. Donc, même s'il y a des événements ou pas, le Il salaire y a de ne la job change à pas. faire. Oh, c'est Oui, oui, ça intéressant. prend un an. Souvent, planifier un événement, là, c'est un an d'avance. Fait que c'est sûr que chaque semaine, vous avez des choses à faire par rapport à l'événement. Tu sais, que ça soit, puis là, je vous les ai mis un peu à l'écran, là, tu sais, que ce soit le volet administratif, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, il y a un volet formation dans votre événement. Ben, peut-être qu'il faut préparer des documents de formation. Après ça, il faut gérer l'équipe. Il faut bâtir l'équipe des ressources humaines. Il faut voir qui va être à l'accueil, qui va s'occuper de telle chose. Tu sais. Fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion à faire en amont. Puis ça, souvent, c'est pas nécessairement ce que les gens
comprennent d'un événement. Ils pensent que, tu sais, c'est juste la journée de l'événement, on organise l'événement, puis c'est fini. Non, non, non. On travaille un événement souvent beaucoup d'avance parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer avant l'événement. Tu sais, il faut louer la salle. Après ça, Ah il oui, faut communiquer là-bas, comment la salle elle va être. Après ça, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avant l'événement. C'est pas juste on appelle, OK, on va faire un événement parfait, puis tout se fait tout seul. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Fait que ce que je beaucoup. vous ai mis à l'écran, c'est un peu tous les volets que vous allez avoir à gérer, tu sais, que ce soit les relations publiques, le marketing, on va chercher des fois des partenaires, les gestions de salles. Si vous avez des conférenciers, il faut gérer les conférenciers, avoir leur PowerPoint, tu sais, faire le site web avec la description des conférences et tout ça. Fait qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire en amont jusqu'à l'événement. Merci. Ça répond à Beaucoup, votre question, Dali? beaucoup de stress aussi, hein, à la fin. Beaucoup de stress. Ben, je ne sais pas si vous savez, mais la planification d'événements, c'est le troisième métier le plus le sixième métier le plus stressant. Fait que Et oui, ça, il y a mhm, beaucoup de stress parce qu'il y a des délais. Tu sais, on ne peut pas dire ah, ben finalement, on ne fera pas notre événement demain parce qu'on n'est pas prête. Non, non, l'événement, il y a lieu demain, il y a du monde qui vous attend, il faut que vous soyez prête. Fait que c'est sûr qu'on a un peu un stress de délai. Des fois, les gens avec qui on travaille, puis ça, vous devez le voir aussi dans c'est vos ça. réalités de travail. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à son affaire, on va dire ça de même pour être gentil. Donc, il faut des fois pousser le monde de dire hey, ça, tu vas me mettre en retard si tu fais pas ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de suivi, beaucoup de relance à faire. Donc, oui, il y a un gros facteur de stress. Il faut être capable de gérer le stress, il faut être capable de dealer avec le stress. Ça fait partie de la game, comme on dit. Travail, ouais. Les annulations à la dernière minute. Il y a toutes sortes d'affaires. Oh mon Dieu, je peux vous en parler des heures et des heures, là, ça n'a pas de bon sens, là, tout ce qui peut arriver, là, mais oui. Fait que Oh, je vais juste répondre aussi. Il y a Léa qui dit pour postuler comme planificateur, est-ce qu'il faut une attestation d'études collégiales ou s'il faut d'autres qualifications ou appliquer LinkedIn? Léa, très bonne question. Je vous dirais, la planification d'événements, vu qu'il y a de plus en plus d'écoles qui offrent le programme, puis qu'il y a de plus en plus de planificateurs d'événements, veux pas, là, depuis 2000 là, qu'un programme en planification d'événements existe. Fait que là, ça fait 25 ans. C'est encore quand même assez récent. Là, je veux dire, ça fait pas 150 ans qu'on peut étudier en planification d'événements. Fait qu'il y a quand même plusieurs planificateurs d'événements. Fait que je vous dirais que oui, idéalement, avoir un diplôme, ça va vous aider. C'est sûr que ça vous donne un pied en avant des autres pour avoir, tu sais, pour être capable de faire un événement. Idéalement, si vous avez de l'expérience aussi, fait que souvent on dit, tu sais, pendant vos études, faites du bénévolat, allez travailler en événementiel parce que ça va vous aider. Comme dans n'importe quel job, là, je veux dire, on ne réinvente pas la roue, là, dans n'importe quel emploi. Si vous avez un diplôme, si vous avez de l'expérience, ben, vous allez être un petit peu en avant des autres. Fait que oui, pour répondre à ta question, Léa, c'est mieux d'avoir un diplôme en planification d'événements. Puis, pendant toute la formation, là, on vous dit où aller voir. Il y a des sites spécialisés, il y a des groupes Facebook qui existent là, sur la planification d'événements. Donc, il y a des ressources, là, ça me fait plaisir, Léa. Il y a des ressources qui existent, il y a des sites web, en tout cas, il y a toute une communauté. Là. On est toute une gang qui font de la planification d'événements, puis on s'entraide. Vous allez me dire, y a-t-il de la compétition? Oui, évidemment. Il y a de la compétition avec les planificateurs d'événements, oui. Mais aussi, il y a de l'entraide. Fait que oui, il y a plusieurs personnes, planificateurs d'événements qui travaillent conjointement ensemble ou qui s'entraident. Fait que c'est pas nécessairement de la compétition. Moi, je dirais c'est plus la collaboration entre les planificateurs d'événements. Qu'est-ce que vous devez connaître, ou en tout cas l'idéal? Aisance avec la technologie, veut pas, il faut utiliser la technologie, tu sais, les Teams, tous les outils en ligne aussi pour la gestion de projet. Que vous soyez capable de prendre des décisions, de travailler seul ou en équipe, d'être capable d'être un peu un leader, d'être capable d'amener votre équipe à voir l'événement puis à avancer dans le même sens que vous le faites. Créativité, curiosité. Veut pas, ça bouge, l'événementiel. Fait qu'il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe, sortir, tu sais, aller voir des événements et tout ça. Être débrouillard, diplomatie entre gens, puisque vous avez beaucoup de PR et de social à faire en événementiel. Idéalement, si vous êtes bon en communication orale, écrit, c'est un plus. Être orienté vers les résultats, évidemment. La polyvalence, parce que des fois, si vous êtes toute seule, vous avez comme 156 000 affaires à faire. Sens d'organisation, bien ça, je pense que si vous n'êtes pas organisé, ça va mal aller. Tolérance au stress, fait que, tu sais, c'est évidemment
des compétences qu'il faudrait que vous ayez ou en tout cas que vous allez développer, là, tu sais. Co-opétition par moment, compétiteurs peuvent devenir les partenaires collaborateurs. Effectivement, Myriam. Fait que des fois, on va être compétiteur, des fois, on va être partenaire. Tu as bien raison. Donc, à vous de voir encore là, selon le domaine, selon dans quoi vous vous lancez. Puis, si vous avez ces expériences-là, par exemple, si vous avez déjà fait de l'administration, de la gestion, du graphisme, faire de l'animation, du loisir, des communications, du marketing, tout ça va vous aider ou peut vous aider dans la planification d'événements parce que c'est tous des volets de la planification d'événements que vous allez peut-être être amené à faire. Donc, si vous êtes issu de ces milieux-là, ça vous donne un plus. Puis même la restauration, là, tu sais, si vous avez travaillé, par exemple, dans des restaurants, ça va vous aider parce qu'il faut des fois gérer le volet restauration dans les événements. Est-ce qu'il y a de la place pour les gens plus introvertis? Un type d'événement, Christelle? Ah, oui, oui, il y a des gens qui sont plus introvertis. Il y a des gens qui sont moins sociables, moins PR et tout ça. Il n'y a pas de problème, là. Il y a de la place pour tout le monde. Les types d'événements, comment je vous dirais ça? C'est à vous de décider un peu quand vous êtes planificateur d'événements jusqu'où vous voulez aller. Fait qu'il y a des gens qui sont super cérébrales, qui sont très introvertis parce que, comme je vous dis, c'est une gestion de projet, là. Faire un événement, c'est gérer un projet, là. Fait que tous ceux qui aiment faire de la gestion de projet, vous faites des échéanciers, vous allez faire des scénarios, vous allez faire gérer des budgets. Fait que ça, il n'y a pas le volet social, là. Ça, c'est vraiment le volet introverti administratif. Fait que ça se peut que vous, ça, vous allez triper. Mais oui, des fois, quand vous êtes sur l'événement, ben, c'est à vous que tout le monde va poser des questions. Fait que même si vous êtes introverti, vous n'irez peut-être pas vers eux, mais vous allez quand même avoir à interagir avec des gens qui vont vous poser 150 000 questions parce que c'est nous autres qui connaissons tout, c'est nous autres qui sait tout sur l'événement. Fait qu'on est souvent la personne pivot. Mais il n'y a pas de problème, Christelle, même si vous êtes introverti, vous allez faire votre place. Je ne suis pas inquiète. Fait que ça dépend vraiment des styles. Moi, je pense que vous comprenez que j'aime ça, être avec du monde, puis faire du PR, puis faire du social. J'ai ça dans mes gènes, mais il y en a qui ont moins peut-être ce volet-là, mais qui sont très rigoureux, qui sont très disciplinés, puis on a besoin de ça aussi en événementiel. Ça répond à votre question, Christelle? Ça va-t-il? Myriam, elle demande d'organiser des assemblées générales annuelles. Ça fait partie des événements dans le milieu associatif. Au BNF, bien, ça dépend. Les assemblées générales annuelles, par exemple, moi, j'en avais chez Provigo, chez Uniprix, pardon. Fait que ça fait partie du volet, c'est pas dans le milieu associatif, c'est pas dans un OBNL. Moi, c'était vraiment dans le volet corporatif. Fait que, ça dépend vraiment du type d'entreprise pour lesquelles que vous allez organiser ça. Oui, Caroline, on parle aussi homme-femme, ratio homme-femme. Je ne veux pas faire ma sexiste ce soir, mais dans le milieu, je vous dirais, c'est 80 si ce n'est pas 90 des femmes. On gère, on mène, on aime ça, on fait des listes, on est capable d'être multitâche. Ça n'enlève rien aux hommes, mais on a comme ça un peu inné, on a ça un peu dans le sang. Fait que c'est sûr que le milieu est beaucoup plus fait de planificatrices que de planificateurs. Mais il y en a aussi. Il y a des hommes qui font de la planification d'événements. Je vous dirais peut-être plus, puis là, je ne veux pas être sexiste encore là, mais plus pour des choses sportives, peut-être. Ça va être plus avec des hommes. Tous les fournisseurs, souvent les fournisseurs d'audiovisuel, les fournisseurs de location de matériel, vont être plus aussi des hommes. Fait que ça dépend vraiment, mais les planificateurs d'événements comme tels, c'est un milieu qui est typiquement plus féminin. Ça va peut-être changer un jour, mais là, pour l'instant, c'est la réalité. Les étapes pour réussir à une bonne organisation, ça, c'est sûr qu'on voit ça dans la formation, mais je veux juste que vous voyez un petit peu un survol, puis après ça, je vais passer avec mes 10 conseils en planification d'événements. Quand on organise l'événement, il y a des phases. Donc, le début, on rencontre le client ou on fait du démarchage. Quand on est à notre compte, si on n'a pas de client, bien là, il faut faire du démarchage. Il faut faire des appels, il faut rencontrer du monde, il faut essayer de se trouver un mandat. Puis à un moment donné, Eureka, on a un client qui veut qu'on y organise un événement ou votre patron va vous dire, bon, ben là, Lynn, il faut qu'on commence à travailler sur le prochain congrès. Parfait. Fait qu'on rentre en phrase qu'on appelle la pré-production. Pré-production, c'est de tout faire la planification. Ça veut dire, ça va être quoi cet événement-là? On va faire ça où?
On attend à peu près combien de personnes? On charge-tu ou on ne charge pas? Il va y avoir un prix d'entrée? Ça va être quoi à peu près les revenus qu'on pense avoir? Ça va être quoi les grosses dépenses? On va-tu avoir des conférenciers? Et si oui, on en a combien? Ça va ressembler à quoi la journée? Fait que ça, c'est vraiment le squelette. On va dire, on va bâtir le squelette de l'événement avec les grandes lignes. C'est ce qu'on appelle la phase de pré-production. On présente ça soit au client ou à notre boss. Oui, parfait, j'aime ton idée, on part. Poup, on tombe dans le volet production et coordination. Ça, c'est la partie qui est la plus longue, qui peut durer entre 3 mois et 1 an, c'est-à-dire toute la mise sur pied de l'événement. Fait que là, une fois qu'on a le go, que notre boss ou notre client aime la façon qu'on veut organiser l'événement ou le contenu de l'événement, là, on le fait. Fait qu'on commence à appeler les conférenciers, on commence à les booker. On leur demande d'avoir leur présentation PowerPoint. On leur explique comment ça va fonctionner à la salle, quand est-ce qu'ils arrivent, ils ont-tu de la bouffe, ils ont-tu l'hébergement, on gère les listes, on commence à penser à faire peut-être le site web, gérer ça avec les graphistes, à faire les promotions, la promotion de l'événement, à signer tous les contrats avec l'animateur, avec le service d'audiovisuel, commander le menu. Fait que c'est ça, cette partie-là. La partie production, coordination, c'est toute la mise sur pied de ce qu'on a prévu dans notre phase de pré-production. Fait que ça, on voit notre événement, voici ce qu'on veut faire. Là, on s'arrange pour que ça se passe, pour que ça arrive, pour arriver à la phase ici, réalisation, analyse. Fait que là, on fait l'événement. Ça dure le montage, l'événement, le démontage. On monte souvent l'événement la veille ou la nuit de l'événement. On fait notre événement, puis on démonte. Fait que tout le monde repart avec son petit bout de chemin. Puis on revient au bureau. Puis après ça, ben, on fait un burn-out. Non, c'est pas vrai. On revient au bureau, on est brûlé, mais on est super satisfait parce que ça a bien été. Puis c'était super le fun. On a trippé, on a vu que le monde a aimé ça. Fait que, c'est le résultat du travail accompli. Puis on regarde un petit peu qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Y a-t-il des choses, tu sais, qu'on ne pensait pas que ça allait aller super bien? Fait qu'il y a toujours un volet analyse après avoir fait l'événement. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence. Non, c'est pas vrai, on ne fait pas des burn-out, Sonny. Mais je vous cacherai pas qu'après un événement, on ne fait pas un burn-out, mais il y a comme un, comment je dirais ça, un petit down. Parce que, tu sais, ça fait 1 an là, que tu as des appels, tu as des courriels, tu es super sur l'adrénaline. Puis là, le lendemain de l'événement, plus rien. Plus de courriel, plus d'appels, plus d'adrénaline. Là, tu fais Hey, Colin, mon événement est fini. Déjà, ça fait 1 an, je le planifie. Oh, ça n'a pas duré assez longtemps, c'était juste une journée. Fait que c'est normal que vous ayez comme un, tu sais, un petit, pas un petit down, mais tu sais, de faire après un marathon. Exactement, Sonny, c'est comme après un marathon. Tu sais, tu as tout donné, tes tests d'adrénaline, puis là, du jour au lendemain, pouf, ça arrête. Fait que là, tu te rends compte que, ben oui, tu as une maison, tu as un chum, puis tu as une vie à l'extérieur de l'événement. Fait que c'est un peu retour aux sources jusqu'à temps qu'on repasse à un autre événement. Donc, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, au début, ça va tranquillement. À un moment donné, on rentre dans la grosse production, on gère tout, on répare tout. Et c'est là souvent aussi qu'il y a des choses qu'on a planifiées qui ne fonctionnent pas. Il faut trouver des plans B, il faut se revirer de bord pour que quand on arrive à l'événement, tout roule, tout aille bien. Puis après ça, ben, l'événement est terminé, puis on passe à un autre appel ou on fait un autre événement. Donc, c'est ça un peu les grandes phases de l'événement. Ça ressemble à ça, puis après ça, on recommence. Fait que là, on recommence à être excité, on recommence à faire des plans, on recommence à mettre ça en place. On fait l'événement, on se repose 2-3 jours, on repart. Fait que c'est un peu ça, l'événementiel. Fait que les gens me disent, y a-tu des. Tu sais, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'un planificateur d'événements? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se ressemble. Tu sais, des journées, vous allez aller rencontrer un fournisseur pour parler de décor. Le lendemain, vous allez faire, tu sais, vous allez travailler avec l'audiovisuel. Après ça, vous allez aider avec les PowerPoint. Après ça, vous allez booker un artiste. Après ça, vous allez. Fait qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Je vous dirais, la seule chose qui revient à tous les jours, c'est de voir votre liste des tâches. Qu'est-ce que vous avez à faire dans la journée? Vous assurez de faire ce que vous avez à faire. Puis, c'est le même à chaque jour. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a un volet administratif qui est le même à tous les jours parce que à chaque jour, on a des affaires à faire. Mais tous les jours sont différents. Fait que c'est ça l'avantage un peu. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai jamais senti que je travaillais parce que ça n'a jamais été pareil. Ça a toujours été différent. Tu sais, veux pas, là. C'est quand même le fun d'aller dans des hôtels chic, avec, ben, une fois que l'événement est fini, un petit verre de vin. Tu sais, on mange dans les hôtels, la bonne bouffe avec les traiteurs. Tu sais, je veux dire, il y a un petit côté glamour, là. Je ne vous le cacherai pas, là.
petit côté qui est le fun là-dedans aussi. Fait que c'est un mélange d'un peu de tout. C'est un mélange de stress, de gestion, d'administration. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de volets dans la planification d'événements. Myriam a dit, c'est comme après avoir reçu la visite aux fêtes. Exactement. Il faut faire le ménage puis prendre ça doux pour récupérer. Tu as une semaine de 60 heures avant, puis la semaine d'après, ben, tu tombes à 2, 3 heures ou 4 heures. Fait qu'effectivement, c'est un peu ça. C'est vraiment comme quand vous recevez à la maison. C'est sûr que plus vous avez d'expérience, plus ça va être facile, moins ça va être stressant. Je ne vous le cacherai pas. Là, quand ça fait 20 fois que tu fais un congrès, à un moment donné, tu sais pas mal tout ce qui va bien aller, puis tu t'en mets moins sur les épaules. Mais au début, c'est sûr, on veut bien faire, on veut bien performer, on veut que tout aille bien, mais je vous dis tout de suite, là, il y a toujours un bug dans les événements. Fait inquiétez-vous pas si ça vous arrive. J'ai jamais vu un événement qui n'a pas eu de problème, qui n'a pas eu d'imprévu, qui n'a pas eu rien qui a mal été. Ça se peut pas, il y a toujours quelque chose. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, c'était mon buzz à la fin, de dire, bon, qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce qui va mal aller? Qu'est-ce que j'ai oublié? Puis là, c'était comme un petit défi, un petit challenge de voir qu'est-ce que j'avais pas pensé ou qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, à un moment donné, vous avez bien beau penser à tout, là, mais tu sais, le feu pogne à quelque part dans la salle. Vous ne pouvez pas prévoir ça. C'est impossible. Là. Fait que, c'est une panne de réseau, exactement. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr. Erika, tu me disais, tu parlais de contrat. Quand tu es un employé dans une grande entreprise, est-ce que c'était à toi de les produire ou il y avait un service qui les fournissait? Bonne question. Chaque fois que vous allez engager un fournisseur, il faut signer un contrat. Ce n'est pas juste des ententes verbales. Tu sais, j'engage un traiteur, bien, il faut qu'on signe un contrat. Normalement, c'est le fournisseur qui va te faire un contrat. Donc, c'est lui qui va t'envoyer un contrat puis qui va dire, voici ce sur quoi on s'est entendu, voici les choses que tu dois respecter, voici ce que je te fournis à tel prix, blablabla, blablabla. Donc, normalement, c'est le fournisseur qui va te faire un contrat quand tu es employé d'entreprise, puis toi, ben, tu vérifies le contrat, puis tu t'assures que tout est correct. Donc, normalement, ce n'est pas vous qui allez faire les contrats. À moins que vous, comme moi, par exemple, en tant que travailleur autonome, je fais un contrat à mon client en tant que travailleur autonome pour dire, ben, voici ce sur quoi on s'est entendu. Là. Tu sais, je vais organiser ton événement, je vais être en charge de ça, 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 ça. J'imagine que je vais passer, je ne sais pas moi, une vingtaine d'heures, puis je vais te charger X montant de l'heure. Donc, le seul contrat en tant que planificateur que vous faites, c'est avec votre client quand vous êtes travailleur autonome. Mais outre ça, ce n'est pas vous qui allez faire les contrats avec les fournisseurs, c'est les fournisseurs qui vous fournissent des contrats que vous allez lire, que vous allez signer, puis que vous allez approuver. C'est possible d'organiser plusieurs événements en même temps. Oh, yes. Oui, oui, oui. C'est bien rare que vous avez juste un. Ce serait le monde idéal là, de dire, j'ai juste un événement sur lequel travailler, mais souvent, puis ça, en événementiel, c'est un peu ça. Il y a des pics. Fait que c'est sûr que, mettons, si on part en janvier, février, c'est plus tranquille, mais il y a des événements en mars, avril, mai. Après ça, juin, juillet, août, c'est les vacances. Fait que souvent, il y a moins d'événements. Là, ça repart août, septembre, octobre, novembre, décembre. On retombe en janvier, février, mars, avril, mai. Fait que, tu sais, Fait que c'est pas rare que vous allez avoir 2, 3 événements, par exemple, au mois de mars, 3, 4 événements en septembre. Mais des fois, il y en a des plus courts à organiser. Fait que, tu sais, des fois, vous allez être au début d'un événement, à mi-chemin sur un autre, puis il y en a un qui s'en vient. Fait que ça se peut que vous ayez 2, 3 événements à gérer en même temps. C'est possible. À son compte, ben, c'est à toi de décider. Si tu dis, Christelle, moi, je veux juste organiser un événement à la fois, ben, s'il y a des clients qui t'appellent et qui disent, j'ai un événement, tu veux-tu l'organiser? Ben, vous avez juste à dire non. Non, je suis déjà pris puis j'en fais rien qu'un à la fois. Fait que c'est ça un petit peu l'avantage d'être à son compte. Il y a des avantages, il y a des désavantages, mais quand même, c'est un des avantages. Qui signe les contrats avec le fournisseur? C'est le client. Nathalie, normalement, là, si toi, tu travailles pour une entreprise, ça va être ton boss, par exemple, qui va signer souvent les contrats, ou toi, là, selon ça vous décidez, là, en entreprise qui signe les contrats. Mais normalement, ça va être fait au nom du patron, de ton patron. Il y a des saisons, ben exactement, Myriam, les AGA au printemps, des salons, des foires de certains domaines, des mariages. Mais les mariages, souvent, c'était l'été, là, on en voit un peu plus répartis à l'année. À votre compte, Nathalie, si tu es à ton compte, ça dépend. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais tu peux, toi, signer les contrats puis refacturer à ton client avec un pourcentage, une cote, si on veut. Sinon, tu peux passer direct les contrats à ton client, puis c'est lui qui les signe. Fait que, ça, c'est plus du détail que vous verrez dans le cours, là, dans la formation, mais
L'important, c'est que vous compreniez qu'il y a toujours des contrats. Fait que ça fait partie de notre job de gérer des contrats. Est-ce qu'il y a des barèmes minimums qu'on devrait s'attendre comme salaire? Sonny, bonne question. C'est sûr que de travailler dans une entreprise, vous allez faire moins d'argent que d'être à votre compte. Bien, non, c'est pas vrai. Travailler en entreprise, vous allez avoir un salaire annuel qui inclut, tu sais, l'impôt. Ils vont vous enlever l'impôt puis ça, là, comme tous les jobs que vous avez. Tandis que quand tu es travailleur autonome, tu peux demander plus cher de l'heure parce que tu n'as pas d'avantages sociaux, c'est toi qui payes tes impôts et tout ça. Fait que le salaire horaire, je dirais, si on compare quelqu'un qui est en entreprise versus quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui est à son compte va demander plus cher de l'heure. Parce qu'il faut qu'il gère toutes ses patentes, puis qu'il se mette de l'argent de côté, puis qu'il paye son impôt et tout ça. Il n'y a pas d'avantages sociaux. Fait que normalement, je vous dirais, ça peut commencer autour de 30-35 000 pour quelqu'un qui. Attendez, je vais juste remonter ma chaise. Bon, pour quelqu'un qui travaille, qui sort de l'école, qui n'a pas d'expérience et tout ça, puis ça peut aller jusqu'à 80-90 000. Là, fait que ça dépend de l'expérience, ça dépend du domaine, ça dépend. Travaillez-vous pour un OBNL, travaillez-vous pour une grosse entreprise? Ça varie. C'est très variable au niveau du tarif horaire puis au niveau du salaire qu'un planificateur d'événements peut faire. Fait que les grandes phases, j'en ai parlé. On rentre dans la dernière partie de la formation, parce que moi, je peux vous parler des heures et des heures. Hein. On peut rester jusqu'à minuit, puis je vais vous jaser ça jusqu'à minuit, j'ai pas de problème. 10 conseils. Bien, je pense que vous avez d'autres choses à faire. 10 conseils pour des petits trucs, des petits conseils que je vous donne quand vous allez organiser un événement. 1, posez toutes les questions pour connaître toutes les informations de base sur un événement dès le départ. Essayez de ne pas être des robots. Essayez de comprendre. Il y a toujours une stratégie en arrière d'un événement. Fait que pourquoi on fait cet événement-là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? C'est quoi les objectifs? Pour vous, là, c'est quoi les facteurs du succès de votre événement? Fait qu'il y a toute une réflexion stratégique qu'il faut qu'on connaisse parce que ça va nous aider à prendre des décisions, savoir c'est quoi l'objectif de l'événement. Bien, on va mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs-là. Donc, à la base, faites pas juste OK, j'ai un événement organisé, je pars puis je loue les salles puis tout ça. Assurez-vous de comprendre ce qu'il y a en arrière, pourquoi cet événement-là existe, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre et tout ça. Puis ça, souvent, il y a des planificateurs d'événements qui ne passent pas à ce volet-là stratégique, puis des fois, ils passent un petit peu à côté de l'objectif d'organiser l'événement. Fait que posez les bonnes questions, puis ça, vous allez les voir. Dans la formation, on vous explique comment ou c'est quoi les questions à poser pour être capable de bien planifier l'événement. 2, travailler avec des outils simples et efficaces. On vous en montre plein pendant la formation, que ce soit le scénario, que ce soit les budgets, que ce soit la liste des tâches, que ce soit le cue sheet, que ce soit un échéancier. On vous montre vraiment tous les outils avec lesquels travailler qui vont vous simplifier la vie. Évidemment, qui vont faire que ça va être plus simple et plus facile d'organiser vos événements. Réfléchissez, anticipez. Qu'est-ce qui peut mal aller? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Puis là, il faut vraiment aller dans le détail. C'est sûr que plus vous allez avoir d'expérience, plus ça va être facile. Mais il faut toujours qu'on ait le cerveau à on, comme on dit, toujours être allumé pour dire, OK, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie? Fait qu'il faut voir un petit peu plus à long terme. Il faut être capable d'avoir une vision un petit peu globale aussi de l'événement pour être capable de réagir, puis surtout anticiper. C'est pas attendre que ça arrive, de dire, bien ça peut arriver, fait que je vais mettre ça en place. Donc, ceux qui voient, qui sont capables de voir, ça va vous aider. Prévoir les risques, des alternatives, des plans B. C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir des plans B pour tout ce qui peut arriver dans un événement, on va virer fou. Mais de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Par exemple, je fais un mariage. Ça se peut, la mariée, elle veut se marier dehors. Ça se peut qu'il pleuve. C'est possible. Il y a des grosses chances même. Ça serait quoi une alternative? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça va être quoi mon plan B? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que si ça arrive, j'ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi. Donc, c'est un avantage pour vous de prévoir des plans B. Utilisez les ressources du milieu. Il y a plein de ressources, que ce soit des logiciels, que ce soit des groupes, que ce soit des événements. Il y en a eu 2 dernièrement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés à l'événement Expérience qui avait lieu dans le Vieux-Port, au quai du Vieux-Port, qui est un événement pour les planificateurs d'événements. Il y en a un autre qui a eu lieu la semaine passée, je pense l'événement Momentum, où je suis allée aussi, qui est un autre événement. Fait qu'il y a 2 événements par année pour les planificateurs d'événements. Fait allez là, allez voir les fournisseurs, utilisez les ressources qu'ils vous fournissent. Ils vous montrent des logiciels, ils vous montrent. Fait utilisez vraiment toutes ces ressources-là. Puis ça, on va vous en parler aussi dans la formation. C'est quoi les ressources qui sont disponibles pour les planificateurs d'événements?
Sortez de votre bureau, échangez, observez, allez à des événements. Il n'y a rien de plus le fun que d'aller à un événement. Puis là, malheureusement, quand vous faites la formation, vous ne verrez plus les événements de la même façon. Tu sais, là, vous allez dans des événements, c'est comme ah, c'est cool, c'est le fun, il y a de la bonne musique. Tata. Là, vous allez dire ah, ouais, le fournisseur audiovisuel, il a fait ça de même. Ah oui, c'était le traiteur qui était à cet événement-là. Regardons ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est brillant. Hey, c'était cool. Tu sais, il y a leur badge, j'avais jamais vu des badges de même. Fait que là, vous allez vous mettre à regarder les événements, mais de l'œil de celui qui en organise et non pas de celui qui participe puis qui a du fun puis que, tu sais, son objectif, c'est juste d'apprécier l'événement. Là, vous allez voir tout l'envers de la planification. Fait que plus vous allez participer à des événements, plus ça va vous enrichir en tant que planificateur d'événements, puis plus vous allez pouvoir transposer ça dans vos événements. Faites confiance à vos équipes. Vous allez travailler en équipe. À un moment donné, on dit qu'il faut toujours déléguer, mais s'assurer que c'est fait. Sauf qu'à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas bon dans tout. Puis, il faut être capable de s'entourer des gens qui ont des forces que nous, on n'a pas, par exemple. Ça se peut que je ne sois pas bonne je suis pas bonne en finance, ben, je vais essayer de m'arranger pour avoir quelqu'un qui est bon en finance dans mon équipe et lui faire confiance. Fait que oui, on gère tout, mais l'input de notre équipe aussi, c'est super important. Donc, faire confiance avec votre équipe. Donnez jamais vos vrais délais. Si, par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il me remette quelque chose dans 3 jours, ben, je vais lui dire qu'il faut qu'elle me le remette dans 2. Fait que moi, je me garde toujours un petit backup. Fait que je me dis, si la personne ne me le met pas dans 2 jours, ben, je sais que moi, je peux aller jusqu'au 3e jour. Fait que ne donnez jamais vos vrais délais. Laissez-vous un petit jeu, un petit pad, juste au cas où que vous en auriez besoin. Fait que ça, c'est un autre truc que je peux vous donner. Ensuite de ça, ben, valider et revalider. Je te reviens, Myriam, il me reste juste 2 petits conseils. Fait que valider et revalider, c'est pas dire, ben, j'ai déjà dit. Assurez-vous. Il y a un planificateur, il y a, je sais pas moi, un fournisseur qui dit oui, je vais te fournir peu importe telle chose. Ben, une semaine avant, on valide, on signe un contrat, on revalide, on le rappelle. On t'attend toujours cette date-là, cette journée-là, Donc, valider et revalider. Faites pas, ben oui, il sait ce qu'il a à faire. Assurez-vous qu'il sait ce qu'il a à faire, juste pour être sûr. Puis évidemment, ben, amusez-vous. C'est ça l'objectif quand on planifie des événements, c'est d'avoir du fun aussi. Là. Je veux dire, oui, c'est un travail, mais c'est un travail qui est quand même intéressant, amusant, divertissant. Puis, organiser des événements, ben, c'est sûr que c'est intéressant, c'est toujours le fun. Donc, oui, il y a un volet qui est très cérébral, qui est très administratif, mais il y a un volet aussi de dire, il faut que j'aime ce que je vais faire dans la vie. Donc, c'est un peu mes petits conseils pour la planification d'événements. Si vous voulez aller plus loin, je sais que qu'est-ce que Kendra est avec nous? Kendra est la personne qui est responsable des admissions au Collège La Salle. Oui, bonjour. Je suis ici. Oui, tu es là. Super, Kendra. Donc, elle va pouvoir répondre à vos questions. Elle est en charge de l'admission. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout le volet administratif de comment ça fonctionne là, pour s'inscrire, pour combien ça coûte, les bourses et tout ça, Kendra va pouvoir vous répondre. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, on va rester, je ne sais pas, là encore pour le temps de répondre à vos questions. Donc, je veux vous remercier d'avoir été là, d'avoir passé cette heure-là avec moi. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai donné le goût de vous inscrire ou en tout cas de travailler en événementiel, d'apprendre c'est quoi cette bébite-là de l'organisation d'événements, puis d'avoir un peu mieux compris c'est quoi la réalité d'un planificateur d'événements. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Myriam, tu me disais, je n'ai pas accès au micro, mais mon ancienne coach disait de se cacher des sous et de prévoir les tombées de livrables avec un buffer de quelques jours. Effectivement, quand on fait le budget aussi, on se prévoit un petit buffer au niveau de l'argent au cas où on dépense plus que ce qui était prévu. Fait que oui, il faut vraiment se planifier des... On sent la passion, Myriam? Non, je ne suis pas du tout passionnée. Non, pas du tout, du tout. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Oui, pourquoi j'avais une photo des Backstreet Boys dans mon vidéo, Erika? C'est parce que j'ai fait un événement avec les Backstreet en 2000. Fait que j'avais eu à organiser un événement qui était, ça s'appelait les déjeuners avec les Backstreet Boys, avec Post, les céréales Post. Donc, il y avait un concours à Musique Plus à l'époque, puis les gens pouvaient gagner un déjeuner avec les Backstreet, puis c'est moi qui avais coordonné ça. Fait que c'est un de mes premiers événements, honnêtement.
sais, on commence, hein? On commence ce qu'on peut, mais j'ai eu la chance, honnêtement. Puis il était super fin, honnêtement, là, il était vraiment cool. Mais c'est comme un petit peu stressant. Je travaille quand même avec le groupe de l'heure, là, en 2000. Là. Je ne sais pas quel âge vous aviez en 2000, là, mais vous ne deviez pas, vous deviez pas être vieux. Mais c'était comme le band. Fait que oui, c'est pour ça qu'ils sont dans mon montage, parce que c'est un des premiers événements que j'ai organisé. Question, Sonny, est-ce que le cours peut se faire par module? Sonny, je ne sais pas trop si je comprends bien ta question. Normalement, la formation, ça dure 16 semaines. 16, non, attends une minute, qu'est-ce que je dis là? C'est 4 sessions de à peu près, vous avez 3 sessions par année. Fait que, tu sais, on commence, mettons qu'on commence en janvier. Vous avez une session qui est janvier, février, mars, avril. Puis après ça, on a 1 ou 2 semaines de break. On en recommence une mai, juin, juillet, août. On a une semaine ou 2 de break. On recommence septembre, octobre, novembre, décembre. Puis après ça, vous allez refaire la session janvier, février, mars, avril. Fait que ça dure un an et 3 mois, la formation au complet en planification d'événements. Puis à chaque session, vous avez des fois 4 cours, des fois 3 cours. C'est des cours de soir, évidemment. Donc, c'est des cours qui ont lieu le soir, normalement de 6h30 à 8, qui se font en ligne. Donc, vous avez des choses à lire. C'est un programme qu'on appelle asynchrone. Donc, vous avez des choses à lire chez vous. Puis, après ça, nous, on est là en ligne pour répondre à vos questions, pour vous donner des exemples, pour vous parler de nous, comment ça fonctionne, puis et tout ça. Fait que c'est vraiment, il faut que vous soyez autonome, dans le sens qu'il faut que vous soyez, vous, capable de prendre du temps pour lire ce que vous avez à lire. Puis après ça, bien, on vous explique qu'il y a des travaux à faire et tout ça. Fait que vous nous rencontrez en ligne, puis on vous explique là, qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Je sais que Caroline vous a mis des choses aussi, là, vous a mis des liens dans le clavardage. Donc, le programme Planification et gestion d'événements vous intéresse. Vous pouvez cliquer dessus, ça va vous amener sur le site web là, qui va parler du programme. Puis on dit, ben, rencontrer la conseillère aux admissions Kendra qui pourra évidemment répondre à vos questions, là, faire votre demande d'admission et tout ça. Puis, vous pouvez aussi aller sur le campus. Elle vous a mis le lien pour participer aux prochaines portes ouvertes. Fait que vous pourrez aller voir là, dans le clavardage. Là, Caroline vous a mis là, les liens pour tout ça. Prochaine rentrée, oui, c'est le 11 mai. Effectivement, là, on est aux 3/4 de la session qui est faite. On finit au bout fin avril. Prochaine session, ça commence le 11 mai. Donc, les premiers cours vont être le 11 mai. Fait que si vous voulez vous inscrire, bien, vous avez le lien là, qui est à l'écran pour pouvoir vous inscrire. Est-ce que si on est dans un autre pays, on peut participer, Héloïse? Ben oui, c'est ça qui est le fun. Ça se fait en ligne. Donc oui, si vous êtes peu importe où, vous pouvez vous inscrire, puis vous pouvez suivre la formation à distance, il n'y a pas de problème. Midali, vous avez une question? Oui, c'est un peu similaire. Moi, je suis Oui? Ontario. J'habite à Ontario, précisément à Ontario. Alors, ma question, c'est est-ce que ce diplôme me permettra de travailler dans tout le Canada? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est un diplôme qui est reconnu au Québec. C'est une école du Québec. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne connais pas assez comment ça fonctionne là, au niveau des autres provinces, mais vous pourrez probablement demander à la personne aux admissions. Elle va probablement pouvoir vous en dire plus que moi là-dessus. OK, C'est quoi super. la date limite? C'est quoi la date limite pour s'inscrire? Bien, vous avez normalement, à partir, l'AEC est reconnu, merci Caroline. Fait que l'AEC est reconnu, l'attestation d'études collégiales. Donc, vous avez un diplôme qui est une attestation d'études collégiales. Puis Caroline me dit que c'est reconnu. Merci Caroline. C'est quoi la date Donc, limite pour s'inscrire? Bien, dépêchez-vous. En fait, on n'a pas de date limite parce qu'on peut prendre Vous les n'avez pas de. inscriptions sur la première journée d'école. Donc, c'est premier arrivé, premier servi pour les admissions. Mais il reste Exact. encore des places. Donc, Il reste encore des places, puis vous avez, là, tu sais, je vous dirais, là, idéalement, là, au moins facilement, là, une semaine avant que la formation débute, là, tu sais, si vous voulez être là à temps, puis tout ça. Mais si vous ne voulez pas stresser les gens de l'administration, allez-y avant ça. Là. Vous pouvez vous inscrire dès ce soir, si vous voulez. Mais je sais qu'ils prennent des inscriptions quand même, là, jusqu'à que la session n'ait pas commencé, là, mais essayez de le faire plus d'avance. Plus vous êtes d'avance, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont vous dire que c'est plein, puis vous ne pouvez pas vous inscrire. Fait qu'hésitez pas si jamais vous avez l'intention de. Est-ce que ce diplôme, on peut venir au Canada, Héloïse? Est-ce qu'avec ce diplôme, on peut venir au Canada? Bonne question. Je pense que c'est plus pour Kendra ou Caroline.
Pour être complètement honnête, moi, je suis seulement conseillère d'admission locale, donc je ne travaille pas avec les études internationales, mais je sais qu'avec des programmes en ligne comme ça, on n'a pas besoin d'un permis d'études. Donc, normalement, je dirais que c'est un non, malheureusement, parce on n'a pas de permis. OK, parfait. Je confirme, c'est la bonne réponse en fait. Vous pouvez le faire à distance sans problème. Cela dit, c'est aussi au niveau des heures là, pour pouvoir immigrer. Voilà. Parfait. Merci, merci, hein. J'ai besoin de renfort. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Ça vous tente-tu? C'est une formation qui vous tente? Des pouces dans les airs, des pouces en bas, peu importe. Oui, ça. Oui? Est-ce que Caroline a répondu à ma question? Parce que j'aimerais m'inscrire, mais je veux savoir d'abord, est-ce que je pourrais travailler dans tout le Canada avec ce diplôme? Oui, oui. En fait, c'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un diplôme qui a une valeur même à l'international. Ah, super. OK. Léa a Merci. dit, est-ce que des contrats... Oh, pardon, Midali. Léa me demande, est-ce qu'il y a des contrats qui permettent de voyager? Oui, oui. Il y a des gens, par exemple, qui se spécialisent dans les mariages à destination. Il y a des gens qui peuvent faire des événements à l'international. Là, tu sais. Par exemple, quand je travaillais chez Unifree, il y avait un congrès qui se faisait souvent au Mexique. Puis il fallait que j'organise l'événement avec les fournisseurs du Mexique. Fait que oui, c'est possible d'avoir des événements qui sont internationaux, locaux, régionaux, provinciaux, peu importe. Là, tu sais, encore là, c'est à vous de décider un peu le type d'événements que ça vous tente d'organiser. Mais oui, c'est possible de voyager pour organiser des événements, soit dans la province, ou soit au Canada, ou soit même à l'extérieur. Rodley demande, est-ce que vous pouvez répéter concernant le permis d'études? Je pense, Caroline et Canra, cette question-là est plus pour vous. Oui, en fait, la formation en ligne n'est pas, on n'a pas besoin de permis d'études pour faire la formation en ligne. Donc, c'est une formation que vous pouvez faire de chez vous et c'est pas une formation qui va vous permettre ensuite de faire un mouvement vers le Canada pour l'immigration. Parfait. Merci, Esther. C'était bien super. En faisant cette formation de planificateur, on peut y acheter 2 autres certificats pour avoir. Non, Prudence, c'est pas. Le Collège de la Salle, c'est une école privée. Donc, c'est pas un bac par cumul, là. C'est pas au niveau du bac, c'est au niveau du collégial. Donc, c'est au niveau collégial. Est-ce que les frais sont pour chaque session ou global? Question d'Emmanuel. Je vous la laisse répondre aussi. Je crois que Kendra a mis le calculateur de frais de scolarité dans la conversation. Donc, si vous voulez aller valider les frais, simplement cliquez, puis ça va être selon votre statut. Ça va vous sortir le frais. Vous allez avoir le frais total, le frais par session également. Super. Merci, merci. Une fois intégré le collège, est-ce qu'on a accès à des séances de stage? OK, Gerly, bonne question. Est-ce qu'il y a des stages? Normalement, on ne fait pas de stage dans le sens que vu qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, plus dur de faire un stage, mais il y a 2 cours qui sont comme des stages, je dirais, puis j'ai la chance de les donner. Fait qu'en session 3, vous allez rencontrer un vrai client qui va vous parler d'un vrai événement que vous allez devoir organiser. En tout cas, pas organiser, mais faire un pitch. Fait que, par exemple, cette session-ci, c'est une dame qui fait un concours de fleuristerie. Donc, elle a besoin d'idées. Elle veut pimper son événement, elle veut le faire un petit peu différemment. Donc, elle est venue rencontrer les étudiants. Elle a parlé de sa problématique, puis les étudiants font une proposition de concept. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le projet 1. Puis le projet 2, c'est en dernière session. C'est comme un stage dans le sens que vous allez devoir organiser un événement ou participer à l'organisation d'un événement et aller observer un événement puis faire une analyse de cet événement-là là, qui va compter comme un travail. Fait qu'il n'y a pas de stage rémunéré, non rémunéré, mais il y a des projets qu'on appelle projet 3 et projet 1 et projet 2 qui sont un peu comme un stage, que moi je trouve que j'appelle un peu comme un stage. Pour adjoint administratif, est-ce que si vous êtes demandeur d'asile, on peut participer? Pour tout le programme, on peut participer. Adjoint administratif, je ne le connais pas. Je ne sais pas si Caroline ou Kendra pouvez répondre.
C'est-à-dire pour En adjoint fait, administratif? si Vas-y. vous êtes demandeur d'asile, vous êtes au Québec, vous pouvez le faire. Donc, mais c'est la même chose qu'un étudiant international qui se retrouve sur le territoire québécois. Parfait, Ouais, merci. c'est ça la règle pour tous les programmes en ligne, 100% en ligne. Les programmes de ILASAL sont tous les mêmes formats. Donc, adjoint administratif aussi, c'est la même. Parfait. Lisa Marie, dit en tant que travailleur autonome, à quoi ressemble votre équipe? Est-ce que vous sous-traitez? Vous pouvez être seul, vous pouvez avoir des employés, même si vous êtes travailleur autonome. Puis oui, vous pouvez soit le faire, soit le sous-traiter. Fait que toutes ces réponses sont bonnes. Fait que oui, on peut avoir des employés. Oui, on peut sous-traiter. Il n'y a vraiment pas de problème. Stella a dit, j'étudie en 3D et je pense à me réorienter. Est-ce que vous pensez qu'il y a des notions que je pourrais intégrer? Oui, effectivement, tout le volet graphisme. Là, fait que c'est sûr que ça peut vous aider à ce niveau-là, que vous pourriez offrir en surplus de l'organisation d'événements à vos clients. Ou en tout cas, si vous travaillez en entreprise, ça va être peut-être un plus que vous allez utiliser ou non. Ensuite, juste pour être sûr, je crois que vous aviez déjà répondu, mais je n'ai pas retenu. Est-ce qu'il y a des cours chaque soir? Non. Normalement, Léa, les cours sont de 18h30 à 20h. Normalement, les cours francophones, parce qu'il y a des cours aussi qui sont faits en anglais, mais les cours en français sont de 18h30 à 20h, 2 fois par semaine. Fait que, par exemple, la session 1, c'est souvent le lundi, mercredi que vous avez un cours de 18h30 à 20h. Puis vous avez, mettons, le cours d'initiation puis le cours de gestion de projet. L'autre semaine d'après, vous avez logistique puis communication. Troisième semaine, on revient avec initiation, gestion de projet. L'autre semaine, communication, logistique. Fait que vous avez des cours à chaque 2 soirs par semaine, de 6,5 à 8. Puis, mettons, le cours d'initiation, il est intercalé, il est à chaque 2 semaines. Fait que dans le fond, vous avez 2 cours par semaine de 18h30 à 20h, en plus de tout ce que vous avez à lire, évidemment, de votre côté, là, qui est la théorie. Donc, fait que c'est ça. C'est 2 soirs par semaine. Session 1, d'habitude, c'est lundi, mercredi. Session 2, ça va être mardi, jeudi soir. Session 3, lundi, mercredi. Session 4, mardi, jeudi. Les cours en anglais débutent également le 11. Caroline, je pense que oui, hein? Il y a certains cours, oui, qui vont débuter le 11 pour ceux qui vont être donnés avec Montréal, puis il y en a d'autres qui sont donnés à travers Vancouver et je crois que la date est similaire. Je vais vous trouver l'information. Parfait, merci. Pour participer, il faut avoir un TCF. Je ne peux pas répondre à cela. Est-ce quelqu'un qui peut lui répondre? Est-ce que vous pouvez spécifier qu'est-ce qu'un TCF, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des examens le soir? Ben non, Alexandrine. C'est ça la beauté du programme. Vous n'avez pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. C'est pas le fun, ça? Aucun examen, mais vous avez des travaux. On appelle ça les TP, les travaux pratiques. Fait que, par exemple, si moi je vous donne le cours d'initiation, pendant la session, vous avez 3 travaux à faire. Fait que le premier compte d'habitude pour 25 le deuxième pour 35 le troisième pour 40 normalement. Le premier est à faire début de session. Le deuxième est à faire le mi-session, puis le troisième est à faire à la fin de session. Test de compétences de français, le TCF. On a seulement besoin d'un test de langue si tu as fait des études secondaires dans un pays qui n'est pas reconnu comme francophone. Donc, si tu as fait des études déjà en français, on n'a pas besoin de test. Même si tu as fait des études secondaires dans un pays non francophone, si tu as fait des études post-secondaires, genre universitaires, ça aussi, on peut accepter pour faire une exception. Mais si c'est des études dans un pays non reconnu, oui, on a besoin d'un test pour faire l'admission. Parfait. Puis, Caroline a confirmé qu'effectivement, même les cours en anglais débutent le 11 mai. Midali, vous avez une question? Oui, alors pour la bourse, qui peut être admissible pour avoir une bourse? Pour les pré-bourses? Oui, les prêts bourses, sorry. Tout le monde peut être Ben, admissible ou il y a des critères? Pour les prêts bourses, j'ai pas vraiment toutes les réponses parce que nous, on travaille avec notre conseiller financier. Je vais mettre son adresse courriel dans le clavardage pour que tu puisses envoyer un message parce que honnêtement, ça dépend. Je sais qu'avec ce programme, oui, tu peux faire une demande de prêt bourse, mais je connais pas trop sur juste comment savoir si toi-même c'est admissible, si ça fait du sens. Donc, je vais mettre son courriel ici dans le chat. Ok, super.
Et ma deuxième question, parce que vous venez de dire les cours commencent le 11 mai seulement pour ceux qui sont au Québec. Alors, et pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec? Même chose. Correct. Même Non, chose. On c'est commence 11 tout le mai 11. pour tout le monde. Oui, exact. Ah, OK, super. D'accord, Tout le monde. merci. Parfait. Hey, vous êtes tous restés, vous êtes donc bien fins. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Fait que je vous laisse aller. J'espère, en tout cas, on va peut-être se revoir au mois de mai, qui sait, dans la semaine du 11 mai. J'espère bien que vous allez être là. Ça se peut aussi que ce soit en septembre. Fait que vous pouvez vous inscrire au mois de mai. Si vous n'êtes pas prête, ça peut aller en septembre. Si vous n'êtes pas prête, ça peut être en janvier. Donc, on va être là. On ne lâche pas. Fait que j'espère vous revoir. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis bonne fin de soirée. Bye bye. Bye, merci beaucoup. On va se voir en mai. Super, parfait. Ça va me faire plaisir. Oui, c'est ma passion. Pour la présentation, elle va être déposée là, dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir la retrouver. Parfait. Léa a dit, pour s'inscrire, je vais uniquement le cours donné en français. Est-ce qu'il y a le lien pour le cours en anglais? Je ne sais pas s'il y a moyen. Peut-être que vous mettiez le lien pour l'inscription en anglais. Oui, je peux vous donner. Sonny, tu Ouais. dis, j'ai la voix de Karine Vanasse, Seigneur. C'est gentil. Et la présentation, c'est ça, ça va être mis là sur le site. Oui, Caroline vient de mettre le lien justement pour le volet anglophone. Fait que ceux qui sont intéressés par le volet anglophone, c'est marqué à cet endroit-là. Esther, est-ce que vous avez une question? Votre main est levée. Je ne sais pas si vous avez accès à votre micro. Oui, Héloïse? Peut-être l'écrire dans le clavardage, je ne sais pas. J'essaie de voir, je suis capable d'allumer vos micros. Non, je ne peux pas Je allumer votre viens de débloquer vos micros. Vous devez simplement vous enlever de sur mute Parfait. pour Esther. Héloïse et Esther. Fait qu'Esther à Max, c'est correct. Héloïse, je ne peux pas allumer? Oui, Héloïse me dit qu'elle oui, peut pas la allumer. maintenant c'est Ah, correct. oui. Bonsoir. Allô? Oui, oui, allô, bonsoir, merci pour votre présentation. Ça me fait plaisir. Oui, alors ma question, quand commence le cours de français, s'il te plaît? Le cours, c'est le 11 mai. Donc, la semaine du 11 mai. Les cours en français et en anglais. Les deux, là, la prochaine session, dans le fond, là, on commence tout le 11 mai. Ah, ok, d'accord, merci. Que ce soit en français ou en anglais. Ouais. Ok. C'est combien Merci, de Loïc. sessions pour le français? C'est toute la même chose. C'est 4 sessions. Donc, c'est 1 an plus 3 mois. Ok, d'accord, merci. Parfait. Ça se fait en ligne ou en présentiel? C'est en ligne, juste en ligne. D'accord, Tout en ligne. merci. Parfait. Esther, ça va? Je pense que vous avez la mienne vue, mais ça va-tu? Vous avez dit que tout était correct de votre côté? Le cours d'anglais, c'est ça, c'est la même chose, Guerly, là, si tu es toujours là. Ça dure même principe. Les cours en français et en anglais, là, c'est la même durée, le même nombre de temps et tout ça. Fait que je vous laisse aller. Merci, Kendra. Merci, Caroline, d'avoir été mon support moral. Merci beaucoup. Bonne Merci fin à de soirée, tous. tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Merci, bonne soirée, bye.